Ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Et sans plus tarder, les titres. Au Gabon, une mission du Fonds monétaire international est à Libreville. Objectif, une évaluation du système de gestion des finances publiques au Gabon, alors que le pays engagé dans une diversification de son économie subit de plein fouet les contre-coups de la baisse du prix du pétrole. En Afrique, nous verrons qu'un lycéen namibien a créé un téléphone sans fil, sans abonnement et sans crédit, avec des matériaux de récupération, des cartes SIM non enregistrées et des ondes de radio. Il peut joindre les téléphones fixes et portables. Et puis nous irons au Japon où au lendemain de l'élection aux États-Unis, le Premier ministre Shinzo Abe s'est envolé vers New York où il va rencontrer le nouveau président élu des États-Unis, Donald Trump, dont les propos de campagne ont mis en question les engagements militaires américains envers les partenaires asiatiques. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Commençons avec la page du Gabon. Tout d'abord, parlons du mouvement de l'opposition Gabon Debout qui a déclaré ce jeudi par la voix de son leader Célestin Ella Olomo être favorable au dialogue national impulsé par le président de la République Ali Bongo Ondimba. Les raisons de ce choix et les attentes de ce mouvement de l'opposition dans ce reportage de Linda Gaël Maganga, Richard Evindi. Le mouvement de l'opposition Gabon Debout, initiateur des manifestations de la diaspora contre le second mandat du président Ali Bongo Ondimba, accepte de prendre part au dialogue proposé par le président élu à l'élection présidentielle d'août 2016. Nous avons pris acte, comme tout le monde, du résultat déclaré par la Cour constitutionnelle. Et en tant que Gabonais, et surtout en tant que leader d'un mouvement politique Gabon Debout, nous disons que 3 mois après, il faut avancer, il faut faire avancer le pays. Après avoir dissocié la politique de la main tendue du président élu au terme de l'élection d'août 2016 et les contours d'un dialogue pour échanger sur les préoccupations communes à la nation, le leader du mouvement Gabon Debout dit se tourner vers les priorités. J'accepte le dialogue puisque pendant 7 ans de revendications dans les rues de Paris et d'Europe, j'ai prôné un dialogue national qui permettrait de reconstruire notre nation, c'est-à-dire d'arrimer notre jeune démocratie aux règles de démocratie moderne. Si ça peut nous permettre d'arrêter des arrangements politiques habituels, mais qu'il faille aller au-delà des arrangements politiques, c'est-à-dire que l'État se retrouve pour définir quelles sont les politiques publiques qui vont être engagées au Gabon dans les 7 prochaines années, je pense que c'est une bonne chose. Le mouvement de l'opposition invite les autres partis politiques et leaders de l'opposition à s'inscrire dans la logique du dialogue pour un Gabon prospère. Je vous le disais en titre, une mission du Fonds monétaire international est à Libreville dans le but de procéder à une évaluation du système de gestion des finances publiques au Gabon. Elle a devisé ce mercredi avec le ministre délégué à l'économie Pascal Ouagny Ambouroué. En témoigne ce compte-rendu de Svetlana Gladys Maganga. Dans le cadre de la mission d'évaluation du système de gestion des finances publiques au Gabon, une délégation du Fonds monétaire international a été reçue le mercredi 16 novembre 2016 par le ministre délégué à l'économie, Pascal Ouagny Ambouroué. L'économie gabonaise reste fortement tributaire du pétrole et de ce fait, les perspectives économiques à moyen terme se sont dégradées. Mais la diversification économique amorcée permet de garder espoir et de poursuivre l'ajustement budgétaire face au choc pétrolier. Donc nous avons évoqué ce matin la mission que nous engageons à partir d'aujourd'hui pour mener une évaluation PEFA. Donc le PEFA, c'est une méthode internationale qui permet d'évaluer la performance du système de gestion des finances publiques. Depuis 2016, la croissance globale serait tombée à 3,2% sous l'effet principal de la baisse de la production pétrolière. 3 semaines durant, la mission d'évaluation du FMI va scruter les performances des finances du Gabon. Nous allons en fait évaluer à partir d'indicateurs extrêmement normés et cadrés en fait les différentes phases du cycle de gestion des finances publiques. Et donc nous sommes tenus par le cadre du PEFA qui est encore une fois une méthode internationale et qui est partagée et reconnue. Et donc nous allons vraiment nous intéresser en fait à la mécanique de la gestion des finances publiques. Le programme PEFA est un cadre de mesure de la performance des systèmes de gestion des finances publiques. Il permet d'élaborer une série concrète de réformes, renforce l'harmonisation des activités des bailleurs de fonds
permettent un suivi au fil du temps de l'évolution de la performance du pays en matière de gestion de finances publiques. En Thaïlande, où il prend part à un sommet mondial l'ITU Telecom World 2007 dédié à l'économie numérique et aux PME, le ministre d'État en charge de l'économie numérique a décliné les ambitions immédiates du pays. Il est au micro de nos envoyés spéciaux sur place. Comme de nombreux pays africains, le Gabon aspire à favoriser une vraie industrie de l'économie numérique. Les priorités sont nombreuses, mais il en faut retenir 2 ou 3. D'abord, avoir un cadre législatif et réglementaire adapté à cette ambition. Ensuite, bâtir une vraie infrastructure, favoriser les contenus et les services. Ça veut dire que on construit tout un écosystème qui va favoriser donc cette économie numérique. Ce sont les priorités, avec bien entendu la formation. Retour au Gabon pour parler cette fois d'une autre actualité. Fondée en 1919 aux États-Unis, Junior Achievement Worldwide est la plus grande organisation non gouvernementale dédiée à l'éducation des jeunes débutant avec seulement une poignée d'étudiants. L'organisation au Gabon développe des partenariats pour un encadrement plus complet des jeunes. Radia Garrigue, directrice exécutive de JIA Gabon, invitée de la matinale de Gabon 24 ce jeudi, nous en dit un peu plus sur l'ONG et c'est dans ce compte rendu de Linda Gaël Maganga. L'incubateur des jeunes Junior Achievement est choisi par l'Organisation internationale de la francophonie comme partenaire officiel du projet du développement des incubateurs au Gabon. Du coup, on a été choisi comme partenaire officiel de l'OIF sur le projet de développement des incubateurs en Afrique. On a eu plusieurs échanges déjà, donc on est allé à Paris déjà 2 fois, en tout cas mon staff et moi-même, pour discuter avec les autres incubateurs d'Afrique et voir de quelle façon on pouvait échanger, collaborer ensemble. Donc ça s'est fait concrètement. Là, on vient d'avoir une subvention de l'OIF qui nous permet de former les accompagnateurs. Pour rendre son encadrement des jeunes plus efficace, l'organisation non gouvernementale JIA travaille en collaboration avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et l'Office national de l'emploi. On a 3 piliers principaux dans l'accompagnement des jeunes. Le premier pilier, c'est l'éducation financière. Le second pilier, c'est l'employabilité. Et le troisième pilier, c'est l'entrepreneuriat. Dans ces missions, Junior Achievement contribue également à l'éducation des jeunes sortis trop tôt du système classique d'apprentissage scolaire et encourage les jeunes apprentis à devenir des entrepreneurs. Après le centre hospitalier universitaire d'Ovendo, au sud de Libreville, hier mercredi, la Société des brasseries du Gabon était ce jeudi du côté du centre hospitalier universitaire de Libreville pour la suite de sa tournée de dégustation et de distribution de 2000 bidons d'eau de source aux patients et personnels de cet hôpital. Une manière pour la société de joindre l'utile à l'agréable. Le constat de Mirandangé. Le centre hospitalier universitaire de Libreville aux couleurs d'Akewa ce jeudi. Pour cette deuxième journée, dégustation et distribution des bidons d'eau Akewa, nouveau produit de la Société des brasseries du Gabon. Un geste qui s'inscrit dans le volet social de cette entreprise. C'est avec plaisir que nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues au centre hospitalier universitaire de Libreville. Je voudrais simplement souhaiter la bienvenue aussi aux eaux ou à l'eau Akewa, pour donc cette campagne de lancement, mais aussi cette campagne de distribution de l'eau pour nos patients et nos personnels. Livrant ce nouveau produit sur le marché gabonais, le responsable de la Sobraga tient à rassurer la population gabonaise quant à la qualité du dit produit. Les eaux en bouteille qui sont produites par la Sobraga, qu'elles soient eau minérale naturelle comme Anza, qu'elles soient eau de source comme Akewa, ou qu'elles soient eau de table comme Aningo, sont des eaux qui sont tout à fait bonnes pour la santé et sans aucun problème pour qui que ce soit. Donc que vous soyez une personne âgée, une personne convalescente, une personne en pleine forme, un sportif, un bébé, une maman, tout le monde peut boire ces eaux. Il n'y a absolument aucune contrainte et pas de contre-ordre. Akewa, qui signifie merci en langue mienne, est une eau des sources du Gabon avec pour nouveauté des bidons de 5 et 10 litres répondant aux besoins de toute la famille.
Le trafic illicite des biens culturels est actuellement au cœur des préoccupations de plusieurs États dans le monde. Le Gabon n'est pas épargné. C'est fort de ce constat qu'un atelier de formation avec pour thème « Trafic illicite des biens culturels, gestion des musées et protection des biens culturels en cas de conflit armé » s'est ouvert ce jeudi au Musée national des arts et traditions du Gabon à Libreville, en présence du ministre délégué en charge de la culture et du représentant résident de l'UNESCO au Gabon. Le reportage de Sybille Mengue et Jospin Bombadianga. Pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels au Gabon, le ministère de la Culture et l'UNESCO s'investissent. Un atelier de formation s'est ouvert ce jeudi à Libreville au Musée national des arts et traditions du Gabon pour renforcer les capacités des acteurs concernés et les outils en matière de culture contre le trafic illicite, la protection des biens culturels et la gestion des musées. Le combat mené à l'échelle internationale contre ce trafic s'intensifie également et se diversifie. Au niveau national, le souci des États de protéger leur patrimoine se reflète à travers les différentes législations qu'ils adoptent en vue de le préserver. Le Gabon n'est pas épargné par le trafic illicite des biens culturels. De nombreuses pièces de valeur inestimable sortent chaque année de son territoire. Les autorités gabonaises, à travers cet atelier, entendent bien lutter contre ce fléau. Si les autorités gabonaises ont toujours soutenu les actions pour la lutte contre le trafic illicite et la protection des biens culturels, c'est parce qu'elles sont convaincues, aujourd'hui plus qu'hier, que notre patrimoine culturel est le reflet de notre histoire et de notre identité. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, le Musée national des arts et traditions du Gabon a reçu de l'UNESCO une dotation de 92 ouvrages visant à perfectionner son personnel. La page africaine en ouverture nous conduit en République démocratique du Congo où un nouveau Premier ministre a été nommé ce jeudi. Selon un communiqué de la présidence lu à la radio et à la télévision nationale, il s'agit du député Sami Badibanga qui avait été élu en 2011 sous les couleurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Le récit de Lardingue Mamba. 2 jours après son discours sur l'état de la nation, le président congolais Joseph Kabila a nommé ce jeudi 17 novembre le député de l'opposition Sami Badibanga au poste de Premier ministre. Cette nomination fait suite aux accords politiques signés en octobre à Kinshasa entre la majorité présidentielle et une frange de l'opposition congolaise. À la surprise générale, Joseph Kabila a posé son dévolu sur la personne de Sami Badibanga, président du groupe parlementaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, alors que Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale, était pressenti à ce poste. Le co-modérateur adjoint de l'opposition au dialogue politique qui a débouché sur un accord de gestion consensuelle du pays, Sami Badibanga, 54 ans, n'est plus considéré comme membre de la formation politique présidée par l'opposant historique Étienne Tshisekedi. En voyage en Europe, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a appelé ce jeudi la communauté internationale à aider la Centrafrique pour le relèvement de son pays ruiné par la guerre à l'ouverture d'une conférence de donateurs à Bruxelles. Jamila Bengman s'en fait l'écho. La Centrafrique, classée parmi les pays les plus pauvres du monde, peine à se relever du chaos de la guerre civile provoquée en 2013 par le renversement de l'ex-président François Bozizé par des rebelles Séléka, majoritairement musulmans. Cela avait entraîné une contre-offensive des milices anti-Balaka, majoritairement chrétiennes. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'accueillir le président et sa délégation pour une conférence qui va être clé pour la République centrafricaine, qui a connu une crise profonde, mais qui est en train de tourner la page. L'intervention de la force française Sangaris, dont la mission a pris fin en octobre, et de la force de l'ONU MINUSCA, a mis fin au massacre, mais n'a pas réussi à stabiliser la situation sécuritaire. Nous allons présenter donc notre stratégie de sortie de crise pour les 3 et les 5 prochaines années. Et on souhaiterait donc que nos amis et les amis de la République centrafricaine puissent se mobiliser pour nous aider à sortir de là. L'aide internationale, a expliqué Faustin Archange Touadéra, doit permettre d'investir dans l'armée et de réinstaller les déplacés internes et réfugiés centrafricains dans les pays voisins, dont le total est estimé à 850 000 personnes.
En Côte d'Ivoire, où le procès pour crime contre l'humanité de l'ex-première dame du pays, Simone Gbagbo, va se poursuivre sans elle cette fin de mois avec des avocats commis d'office, malgré les protestations de la défense qui dénonce un échec cuisant de la justice ivoirienne. L'un de ses avocats décrit un procès pas crédible. Le récit de Linda Gaël Maganga. Qui peuvent délivrer des citations. L'avocat de Simone Gbagbo se prononce sur le procès sans sa cliente. Il déclare que c'est un procès non crédible. Mardi, sa cliente ayant refusé de comparaître, la Cour pénale a jugé de passer outre son opposition et de poursuivre l'audience sans sa présence. Mais si la défense de Mme Gbagbo ne participe pas à ce procès n'est plus crédible. Si Mme Gbagbo n'assiste pas au procès, ce procès n'est plus crédible. Les faits reprochés à Simone Gbagbo remontent à la crise post-électorale entre 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Sa défense souhaite que soient réexaminés les faits en vue de rectifier selon eux une injustice. Ce que nous demandons, ce n'est que justice. Nous demandons à réparer les fautes graves de la justice ivoirienne qui n'a jamais entendu les acteurs des faits. Comment vous pouvez imaginer que c'est Mme Gbagbo qui a envoyé les acteurs des faits alors que les acteurs des faits ne vous ont jamais dit que c'est Mme Gbagbo qui les a envoyés? À 67 ans, Simone Gbagbo, ancienne première dame en Côte d'Ivoire, purge actuellement une peine de 20 ans pour atteinte à la sûreté de l'État. Et puis, si vous vous rendez au Maroc, vous constaterez que la robe traditionnelle marocaine est très appréciée du royaume et même au-delà. Le cas à Marrakech, où le djellaba se vend sous forme de plusieurs variétés dans toutes les tailles, en témoigne ce regard de Lariska Lorma Mengui sur les images de Bertin Ossada. Avec capuche ou sans, des broderies dorées et tissus de toutes les couleurs, la robe traditionnelle marocaine est exposée en plusieurs variétés. À Marrakech, ville touristique du Maroc, les djellabas sont vendus dans toutes les tailles. Pour femmes, on vous appelle le nom, c'est des tekshita. Nous avons pour les hommes aussi, on vous appelle le nom des djellabas. Nous avons des gandora, nous avons beaucoup de choses. Ça, c'est quelque chose que, comment vous direz, tu peux utiliser soit pour des spectacles, soit pour la maison, soit pour l'extérieur. Nous avons des grands choix. Nous avons beaucoup de gens pour tous les pays aussi qui aiment bien des choses tradition marocaines, qui aiment bien ça. Les choses que ça marche bien, ça arrive un petit peu, il fait froid, ça se vend beaucoup de choses de djellaba. En été, les tissus utilisés sont plus légers en raison du chaud soleil. En hiver, ils sont plus épais, les manches plus longues. Les prix de qualité supérieure peuvent aller jusqu'à 1500 dirhams, environ 150 €, donc 100 000 francs CFA. La qualité inférieure, entre 150 à 200 dirhams, environ 15 à 20 €. Et on a des qualités plus épais. Et on a des qualités moins que de coton. Et on a des qualités, on vous avec des très, un petit peu, on dirait là, c'est plus épais, un petit peu. Ce que nous avons au Maroc, on n'a pas de la machine. On a des choses qu'on peut mettre aussi. On dit les artisans qui travaillent avec nous. Chaque magasin, chaque artisan qui travaille avec eux. On met aussi avec des aiguilles. Les artisans qui travaillent avec nous. Les célèbres robes marocaines attirent autant de monde que les épices et les édifices historiques. Et pas en reste dans cette session l'actualité hors du continent. Tout d'abord, tel qu'annoncé à l'entame, le Premier ministre japonais Shinzo Abe s'est envolé pour New York, où il sera le premier dirigeant à rencontrer le président élu des États-Unis Donald Trump, dont les propos de campagne ont mis en question les engagements militaires américains en Asie. Ren Andem s'en fait l'écho. C'est un honneur pour moi de rencontrer le président élu Trump avant les autres dirigeants du monde, a déclaré M. Abe à la presse. Je voudrais discuter avec le président Trump de nos rêves pour l'avenir. Pendant sa campagne, le candidat républicain avait dit envisager le retrait des soldats américains du sud de la péninsule coréenne et de l'archipel nippon à défaut d'une hausse significative de la contribution financière des deux pays. Il n'avait alors pas hésité à laisser entendre publiquement qu'il serait préférable que ces États se dotent de l'arme atomique. Il a depuis nié avoir tenu ses propos sur le nucléaire, mais ses paroles de campagne, maintenant qu'il est élu, sèment le doute sur la volonté des États-Unis de soutenir leurs alliés asiatiques dans un continent où la Chine avance ses pions et la Corée du Nord multiplie les provocations. C'était un honneur pour moi de rencontrer le président élu, Donald Trump, avant les autres dirigeants du monde. L'alliance entre le Japon et les États-Unis est la pierre angulaire de la diplomatie et de la sécurité du Japon, a insisté M. Abe à l'aéroport. L'alliance ne peut fonctionner que dans la confiance. Je voudrais construire une relation de confiance avec Trump et travailler avec lui main dans la main pour la paix et la prospérité du monde, a-t-il ajouté.
Direction à présent la Croatie. Une centaine de migrants ont marché de Belgrade à la frontière croate où ils demandaient à pouvoir entrer dans l'Union européenne. Ils ont décidé cette semaine finalement de mettre fin à leur mouvement d'humeur. Katia Sandon. Ils ont abandonné le poste foncier et sont en route vers Sid, a déclaré ce jeudi Ivan Mikovic du commissariat de Sirbe aux réfugiés. Les migrants ont décidé de retourner en vain vers la capitale Sid, à 120 km plus à l'est, n'ayant pas réussi à se faire ouvrir les frontières de l'Union européenne. Nous allons rester ici. On ne fera pas demi-tour. Nous allons rester ici. Donc, s'il vous plaît, ouvrez les frontières. Nous voulons essayer de traverser la frontière, mais la frontière est fermée. Je ne veux pas m'enregistrer, aller à la station car nous n'avons pas assez de temps. On a simplement besoin d'un avenir à Dieu, car nous avons beaucoup de problèmes dans nos pays. On ne peut pas étudier là-bas. On veut être libre et certaines de ces personnes sont mineures. Ils ont besoin d'aller à l'école, ils ont besoin de médecins, ils ont besoin d'un bel avenir, un avenir à Dieu. Après 3 jours au total passés dehors, malgré les tempêtes négatives, une vaine tentative de franchir la frontière par les champs, ces migrants, principalement de jeunes Pakistanais et Afghans, ont finalement décidé de faire demi-tour, le froid et les conditions précaires étant venues à bout à leur détermination. Selon les derniers chiffres, 6400 migrants sont bloqués en Serbie, qui estime ne pouvoir accueillir plus que 6000 et 7000 personnes. Aux États-Unis, dans sa première apparition publique depuis qu'elle a reconnu sa défaite face à Donald Trump, Hillary Clinton a déclaré que le scrutin présidentiel américain a exposé de profondes divisions aux États-Unis, s'exprimant ce mercredi lors d'un gala organisé par un groupe de défense à but non lucratif pour les enfants défavorisés. Madame Clinton a déclaré au public présent « Lutter pour nos valeurs et n'abandonner jamais ». Retrouvons Katia Sandon. Pour la première fois depuis 2006, les démocrates sont hors de la Maison-Blanche et minoritaires dans les 2 chambres du Congrès. Ce mercredi, lors de sa première apparition publique, Hillary Clinton se refuse à faire un mea culpa, mais les démocrates qui entendent reprendre l'avantage aux élections de 2018 et 2020 le font volontiers à sa place. Je dois admettre que venir ici ce soir n'était pas la chose la plus facile pour moi. Il y a eu plusieurs fois depuis la semaine passée où tout ce que je voulais faire était de rester au chaud avec un bon livre ou nos chiens et ne plus jamais quitter la maison. Je sais qu'au cours de la dernière semaine, beaucoup de gens se sont demandé si l'Amérique était le pays que nous pensions être. Les divisions mises à nu par cette élection sont profondes. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi quand je dis ceci. L'Amérique en vaut la peine. Nos enfants en valent la peine. Croyez en notre pays. Luttez pour nos valeurs et n'abandonnez jamais. La reconstruction devrait commencer par les instances dirigeantes du parti à Washington et la course est ouverte. Et puis, les Pékinois se sont rendus aux urnes lors de la seule élection directe en Chine pour désigner les représentants de leur conseil local, voulant s'engager pour améliorer la vie quotidienne dans son quartier. Ye Ying-Wang, une retraitée chinoise, a été traitée comme une ennemie de l'État, en témoigne ce reportage. Jour de vote à Pékin. C'est la seule occasion pour les Chinois d'élire quelqu'un directement. Ils vont désigner les représentants de leur conseil local. On peut maintenant choisir les délégués qui nous conviennent. Les candidats représentent différentes sensibilités. On peut leur dire ce dont on a besoin. Et ils en rapportent à l'Assemblée pour nous. Loin des hautes sphères du pouvoir, ces représentants s'occupent d'enjeux locaux. Et bien que quiconque ayant reçu le soutien de 10 personnes puisse théoriquement se présenter, ce sont les autorités qui décident qui sera candidat au final. Madame Ye a été empêchée de rencontrer des médias étrangers et placée sous surveillance policière pendant les élections. Selon elle, une vingtaine d'autres indépendants auraient été interdits de se présenter. Les candidats indépendants sont principalement issus de ce qu'on appelle la nouvelle couche sociale, et non pas des membres du Parti communiste. Donc s'ils sont élus, ils vont inévitablement diluer le nombre de représentants membres du parti, ce qui pourrait un jour empêcher le Parti communiste de nommer ou révoquer des gens aux postes importants. Pour certains, c'est ça, la démocratie à la chinoise.
Le système est pyramidal et les vainqueurs de ces élections votent pour leurs représentants et ainsi de suite à chaque niveau du pouvoir, jusqu'au Parlement chinois qui élit le président. Nous sommes dirigés par le Parti communiste chinois. Le peuple a versé son sang pour ce pays. Donc il faut participer. En Occident, n'importe qui avec de l'argent peut se présenter aux élections. En Chine, ce n'est pas comme ça. Ça ne peut pas marcher ici. Les médias officiels chinois ont largement rapporté et critiqué les scandales et les coups bas de l'élection américaine. Et le Parti communiste l'a clairement souligné, le multipartisme est une menace à son existence. Le rappel des titres avant de refermer cette grande session. Au Gabon, une mission du Fonds monétaire international est à Libreville. Objectif, une évaluation du système de gestion des finances publiques au Gabon, alors que le pays est engagé dans une diversification de son économie, subit de plein fouet les contre-coups de la baisse du prix du pétrole. En Afrique, nous avons vu qu'un lycéen namibien a créé un téléphone sans fil, sans abonnement et sans crédit avec des matériaux de récupération, avec des cartes SIM non enregistrées et des ondes radio. Il peut joindre les téléphones fixes et portables. Et puis nous étions dans ce journal au Japon où au lendemain de l'élection aux États-Unis, le Premier ministre Shinzo Abe s'est envolé vers New York où il va rencontrer le nouveau président élu des États-Unis Donald Trump dont les propos de campagne ont mis en question les engagements militaires américains envers des partenaires asiatiques. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.